je pense qu'on va quand même commencer. D'autant plus que, bon, après nous, il n'y aurait personne. Donc, on pourrait même aller jusqu'à 20 minutes, une demi-heure de questions-réponses après la présentation. Donc, on commence. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre 22e édition d'Officine Expo. Et surtout, cette thématique qui est dédiée justement au dysfonctionnement thyroïdien. Donc, un sujet essentiel en pratique officinale. Comme je vous ai dit, on a beaucoup de patients qui arrivent chez nous et qui nous demandent des conseils et surtout comment les accompagner. Alors, l'hypo, surtout, ça va être vraiment bien traité. L'hypothyroïdie, c'est ce qui est le plus souvent qui arrive. L'hyperthyroïdie, ça arrive, mais c'est rare. Mais de toute façon, notre professeur Jacques Buxoro, il va en parler quand même pour vous donner des idées comment accompagner les personnes qui sont en hyperthyroïdie. Alors, face à... Bon, normalement, il y a des symptômes que le patient va venir vous donner, par exemple, une fatigue, une prise de poids qui n'est pas expliquée. Donc, c'est justement lui poser des questions pour pouvoir l'orienter. C'est très important. Et surtout, il faut penser à ça. Donc, il y a des fois une nervosité, des fois il y a un amaigrissement rapide. Donc, le pharmacien, il est là pour faire de l'écoute du patient pour qu'il puisse bien l'accompagner. Donc, à côté de ça, notre ami Jacques Buxoro, que tout le monde connaît, donc il va nous traiter cette physiologie, donc tous les mécanismes de la physiologie, déséquilibres, tout ça pour nous expliquer les déséquilibres hormonaux, leurs manifestations cliniques, ainsi que la stratégie thérapeutique et les bonnes pratiques officinales. Donc, ensemble, faisons le parcours sur les types de ces pathologies qui sont devenues très fréquentes. Mais avant de lui donner la parole, je vais le présenter. Donc, professeur Jacques Buxoro, qui est chez nous ça fait depuis 1994 qu'il vient, et surtout ces derniers temps, tous les ans, hein? Oh, bon. D'accord. Alors, il est donc pharmacien, docteur en pharmacie. Il est professeur émérite de la fac à Limoges, et il est concepteur et formateur dans la fac de pharmacie, toujours à Limoges, plein de diplômes. Si j'énumère la liste de ces diplômes, là aussi, il y en a beaucoup. Donc, il est diplômé en biologie, en biochimie, en pharmacologie, etc. Non, tu m'as dit de ne pas dire que tu as commencé à être professeur depuis 1978. Non, d'accord. Il a des activités professionnel, universitaire et extra-universitaire. Je commence par universitaire. C'est surtout, il est rédacteur en chef de Actualité pharmaceutique. C'est vraiment quelque chose qu'il adore. Et il est président de jury de thèse de plusieurs thèses pour avoir le diplôme de doctorat de pharmacie. Il est chargé de cours dans les diplômes universitaires en pharmacologie, dans les interactions, les contre-indications pharmaceutiques à Limoges. Et surtout, une spécialité qui est importante, c'est le glaucome. N'est-ce pas? C'est mon voilà. dada, j'adore. Hein? J'aime. Voilà, justement. Alors, pour les autres. Voilà. Il est, donc maintenant, je passe à la deuxième partie. Ce sont les activités pharmaceutiques extra-universitaires. Donc toujours, je reprends rédacteur en chef de la revue mensuelle de formation continue, les actualités pharmaceutiques depuis 1995. Alors, il est conférencier national et international. La preuve, c'est qu'il est avec nous. Il fait beaucoup de publications scientifiques à l'échelle nationale et internationale. Plus d'une 60aine de publications, n'est-ce pas? Tout ce qui est pédagogique, ça dépasse les 1000, d'accord? Très nombreux ouvrages de travaux divers, et quelque chose qui est très, très spécial que le professeur Jacques Buxoro fait, c'est des formations où il joint l'utile à l'agréable à travers des voyages, à travers des croisières. Et on a même fait jusqu'à présent 25 croisières où... Voilà, maintenant tu rentres du Vietnam, et bientôt tu vas aller où? En Inde, voilà. Donc, il fait de nombreuses formations réalisées à l'étranger avec des partenaires de voyage. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire joindre l'utile à l'agréable. Donc, pratiquement 2 heures maximum de formation, mais le reste, c'est profiter de là où vous êtes.
2 heures par jour, exactement. Voilà, donc je continue par me présenter. Donc, je suis Madame Zahi Aïcha, pharmacienne installée en officine à Rabat. Marhaba. À toi la parole, cher ami. Merci beaucoup. Donc, franchement, c'est un bonheur de me trouver là aujourd'hui, comme chaque année du reste. C'est vrai que je voyage énormément, mais le Maroc, c'est particulier. Il y a quelque chose que je n'ai pas avec d'autres pays. C'est pas que j'aime pas, hein, mais là, je me sens chez moi. Voilà. Peut-être parce que je viens depuis des années et des années maintenant, mais vous êtes tellement accueillant au Maroc que, franchement, je crois que je vais venir de plus en plus. Voilà. Donc, le sujet que nous avons traité, enfin que nous avons choisi avec Aïcha, c'est sur le thème des hypothyroïdies. Et je lui ai dit, Aïcha, je veux bien, mais je voudrais que tu me donnes une ordonnance où il y a un produit pour l'hypothyroïdie, sachant que vous avez rarement une ordonnance où le médicament est tout seul. C'est toujours dans un contexte pathologique, c'est normal, hein, on n'a pas que cette pathologie. Donc on va travailler sur une ordonnance, vous allez voir, alors attendez voilà. On va travailler cette ordonnance. Cette ordonnance, c'est Aïcha qui me l'a donnée. Elle est extraite d'un de tes patients. Voilà. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple. Parce que certes, j'ai mis en jaune le médicament phare, puisque c'est ce que nous devons traiter aujourd'hui. Mais vous voyez qu'il y a aussi plein d'autres choses. Et mon but, dans l'heure qui m'est impartie, c'est de travailler cette ordonnance pour vous montrer un exemple et pour que ça soit simple pour vous à l'officine. Voilà, comment je m'y prends, quel message je donne à mon patient, parce que vous êtes vecteur d'un message essentiel face à vos patients. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, il faut regarder ce petit tableau que j'ai fait ce matin, de reste, parce que je voulais le faire vraiment dans le feu de l'action. Quand vous avez une ordonnance pour une pathologie quelconque, vous avez 3 stades. Le premier, c'est que vous devez analyser, mais ça c'est normal, hein, soigneusement votre prescription. Le profil du patient, alors que ce soit le profil pathologique, mais aussi physiologique. Sujet âgé, femme enceinte, voilà, c'est important. Ensuite, pour chaque médicament, vous recherchez tout cela. La classe, le mode d'action, les posologies. Bon, bien sûr, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais en un minimum de temps, vous devez tout de suite, votre cerveau doit réagir et vous devez vous dire, voilà, ce médicament, il est où, il fait quoi, comment. Ensuite, voilà, pour chaque, d'accord, mais pour l'ensemble de l'ordonnance, parce qu'il n'est pas seul, vous avez vu tout à l'heure, mais aussi, et ça c'est très important, pour les médicaments pris par ailleurs. Parce qu'il a d'autres ordonnances, il a peut-être été voir un rhumatologue, il a peut-être été voir, que sais-je, un psychiatre. Il faut gérer l'ensemble. Vous êtes au carrefour. Parce que très souvent, le malade, malheureusement, ne dit pas tout à son médecin. Et donc, vous êtes vraiment au carrefour. Ça, c'est le premier stade. Alors, le risque, c'est de passer à travers ça. Je l'ai mis en rouge. Très important. Vous êtes responsable. Il faut le savoir. La deuxième étape, ça, j'étais tout seul, dans mon coin, derrière, ou pas loin du patient, peu importe. Mais après, je vais devant le patient. Et ça, c'est pas facile. Je dois renseigner et écouter mon patient. Il ne faut pas que ce soit un monologue. Bien sûr, j'ai des choses à lui dire, mais je dois l'écouter. Parce qu'en fonction de ce qu'il va me dire, je peux rectifier le tir. Vous comprenez? Ça, c'est important. Donc, je lui explique sa maladie et les enjeux. Alors ça, c'est ce qu'on appelle mettre le patient en adhésion. C'est-à-dire qu'il comprend son traitement, il sait que s'il ne le fait pas, il risque, donc c'est important. C'est une étape capitale que de discuter avec lui sur sa pathologie. Et même vous pouvez lui poser la question, si vous ne prenez pas votre médicament régulièrement, qu'est-ce qui peut vous arriver? Et là, il va réfléchir, il va se dire, oula, oui, en effet, il peut m'arriver ça et ça, donc il faut que je le fasse. Très important. Ensuite, je lui détaille son traitement, bien sûr, je lui explique, voilà, c'est ça, vous faites ça comme ça, vous prenez ça comme ça, et je lui donne tous les conseils appropriés, conditions de prise, conseils hygiéno-diététiques. Ça, c'est les 2 étapes incontournables. Mais il y en a une troisième que très souvent, malheureusement, on fait mal, on ne fait pas. Vous ne pouvez pas lâcher, si, il est lâché dans la nature. Mais il faut lui dire, voilà, attention, quoi que vous ayez, vous venez me voir. Et moi,
je vais vous renseigner, je vous dirai si c'est normal, si ce n'est pas normal. Donc vous voyez, vous lui demandez comment il vit son traitement au fil des semaines, au fil des mois, comment il vit son traitement, s'il a des effets secondaires, etc. Et ça vous permet, avec lui et le médecin, vous êtes en relation, d'optimiser son traitement, son parcours de soins. Vous voyez, donc ça, c'est les 3 étapes incontournables de la dispensation. Mais vous le faites plus ou moins inconsciemment, mais vous le faites. Mais vous voyez, si vous, dans une officine, quand vous avez des jeunes qui arrivent, déjà, vous lui dites, tu vois, la dispensation, c'est 3 étapes. Il y en a 2 à l'officine et une autre après, a posteriori. C'est important d'éduquer les jeunes, les préparateurs, etc., etc. Il y a cette culture de la dispensation. Elle est capitale. Et c'est vrai que pour les médecins, c'est bien aussi, parce qu'ils peuvent savoir que le pharmacien l'aide aussi à prendre en charge son patient. Alors évidemment, le médicament phare que nous allons voir, nous allons travailler cette maladie, c'est la pathologie donc hypothyroïdie, donc c'est le lévothyrox. C'est de la lévothyroxine, c'est une hormone thyroïdienne. Mais à côté de ça, vous le voyez, vous avez plusieurs médicaments. Alors, j'ai mis des codes couleurs, bien sûr, pour que ce soit pédagogique. Pour vous, je déteste quand c'est en pagaille dans un... Je peux pas, c'est mes gènes sans doute, c'est comme ça. Donc j'aime bien les couleurs, j'aime bien que ce soit clair. Donc vous voyez, vous avez du glucophage, donc on va voir la pathologie, bien sûr, c'est classique. En vert, bleu, bleu-vert, Cardanciel, Plavix, Coversil, Eldenor, et en noir, le Rason. On va voir ce que j'en pense. Pas forcément du bien du reste, mais bon, on va voir. Alors donc, c'est très simple. Vous avez votre ordonnance, vous hiérarchisez, vous vous dites « Ah, ce patient, ça y est, il a une hypothyroïdie. » Donc vous le considérez comme un hypothyroïdien et vous allez lui donner les conseils qui vont avec la pathologie. Ensuite, vous dites « Ah ben, il a du glucophage. Donc, c'est un diabétique de type 2. » Imaginez les conseils que vous devez donner aussi. Et puis, vous avez tout un ensemble de produits, sauf celui-là qui est à part, que j'aurais bien pu mettre ici aussi, puisque c'est un IPP, un inhibiteur de la pompe à protons. Bon. Mais là, on voit très bien que ce malade a des troubles cardiovasculaires. Donc, si on récapitule, votre malade que vous avez face à vous est un hypothyroïdien qui a des problèmes cardiaques et donc qui est diabétique. Et tout ça, il faut le gérer. Et bien, vous allez voir, en sortant de cette session, vous naviguerez parfaitement dans cette ordonnance. Et si vous aviez le même cas, ça serait un plaisir de renseigner votre patient à l'officine. Le but, c'est ça, hein, c'est pas pour se faire plaisir aujourd'hui, mais c'est pour être efficace. Si, en sortant, vous me dites ouais, « j'ai pas très bien compris, j'ai raté mon coup et je m'en vais malheureux ». Voilà. Donc, pardon, le lévothyrox, 50 microgrammes. Alors, un petit rappel. Donc, on va parler de la pathologie parce qu'on la connaît, mais bon, il y a des choses qu'il faut rappeler. C'est évident et c'est important. Bon, vous le savez tous, hein, c'est une petite glande qui est à peu près 5 cm, plus ou moins, hein, selon la physiologie du patient, située au niveau du cou, juste en dessous de la pomme d'Adam. Voilà, vous avez la représentation ici. Vous voyez qu'elle est assez jolie, cette glande, parce qu'elle a une forme de papillon, de lobe, avec un isthme. Donc, c'est très caractéristique. Et surtout, elle est très vascularisée. Ça, c'est un indice. Si elle est très vascularisée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire qu'elle a un rôle très important et qu'elle va fournir à l'organisme des hormones. Donc, on comprend, cette vascularisation, on en a besoin. Donc, voilà ce qui caractérise cette glande thyroïde. Alors, j'ai toujours mis une bibliographie dessous, si vous récupérez après les visuels. Comme ça, vous pourrez accéder et vous aurez tout ce que vous voulez si vous avez un patient qui a cette pathologie. Alors, la glande thyroïde va fabriquer des hormones. Elle fabrique des hormones thyroïdiennes, la T3, la T4, on verra tout à l'heure, mais aussi une autre qui s'appelle reverse, on verra tout à l'heure. Donc, elle sécrète des hormones thyroïdiennes, T3 et T4, mais elle sécrète aussi la calcitonine. La calcitonine, on l'oublie, hein, que c'est sécrété par la thyroïde, mais c'est comme ça, elle sécrète la calcitonine qui permet de régulariser, vous le voyez, le métabolisme phosphocalcique. Donc vous imaginez l'importance de cette glande. Elle nous est totalement indispensable. C'est pour ça que quand on est hypothyroïdien, qu'on a quelque chose qui ne va pas dans la thyroïde, il faut traiter. C'est absolument indispensable. Donc vous voyez,
Les hormones se caractérisent par quelque chose, regardez bien, je vais essayer de revenir en arrière, voilà, vous voyez, il y a des groupements iodés, de l'iode, sur les T3 et les T4. Alors vous avez la triiodotyronine, vous avez 3 iodes, 3 atomes d'iode, mais vous avez aussi la tétraiodotyronine, qui s'appelle la thyroxine. Donc voilà les 2 principales hormones. Donc ce qui saute aux yeux, c'est que ce sont des hormones iodées. Donc pour fabriquer des hormones iodées, nous avons besoin d'iode que nous récupérons dans l'alimentation. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Donc cet iode, vous voyez, c'est un oligoélément, comme le fer, voilà, qui est indispensable pour que notre organisme fabrique des hormones thyroïdiennes. Sans iode, l'organisme ne sait pas et ne peut pas fabriquer des hormones thyroïdiennes. Donc, il faut un apport d'iode suffisant, pas excessif non plus, mais suffisant pour pouvoir fabriquer ces hormones. Donc, l'iode est apporté en général, même toujours par l'alimentation. Donc, il faut que l'alimentation soit équilibrée. Voilà, celle iodée de cuisine, par exemple, les poissons, les fruits de mer. On va voir tout à l'heure sur un petit visuel. Les besoins en iode, vous voyez, sont quand même importants, puisque c'est au moins 150 microgrammes par jour, ce qui équivaut à 0,15 mg. Donc, ce n'est pas rien. Il faut donc avoir une bonne alimentation. Alors, voilà ici les principaux aliments qui renferment de l'iode. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais il y a de l'iode dans le sel. Oui, mais pour avoir la dose dont on a besoin, il faudrait beaucoup manger de sel. Donc, en fait, c'est bien de prendre du sel iodé, mais voilà, il vaut peut-être mieux, par ailleurs, une autre alimentation. Vous voyez que les poissons, par exemple, sont riches en iode. Évidemment, les algues, le varech, les algues sont très très riches, mais tout le monde ne mange pas des algues, bien que ça commence dans certains pays où on mange régulièrement des algues. Bien, donc vous avez les principaux aliments qui renferment de l'iode, et donc il faut avoir cette alimentation équilibrée. Alors juste un petit mot de l'histologie de la thyroïde, parce que là, tout de suite, dans votre cou, là, vous avez votre glande qui est avec vous, j'espère. Voilà, donc si on la coupait et qu'on la mettait sous un microscope, on verrait la physiologie, pas la physiologie, l'histologie de cette glande. Vous voyez qu'il y a des follicules thyroïdiens, ici, en jaune, avec une petite couronne de cellules bleues. Alors ça, c'est l'élément de base de la thyroïde. Voilà. Vous avez aussi, à côté de ces éléments bleus et jaunes, vous avez les cellules C qui sécrètent la calcitonine. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes cellules qui sécrètent la calcitonine et les hormones thyroïdiennes. Donc, ce petit élément que j'appelle follicule thyroïdien, vous voyez, il y a en jaune la colloïde qui est constituée de thyroglobuline. C'est l'essentiel de cette colloïde. Bien sûr, dans l'histologie, on remarque que la glande est hypervascularisée. Donc, on voit, voyez-vous ici, des capillaires sanguins et puis, évidemment, du tissu conjonctif. Donc, elle a une physiologie particulière parce qu'il y a une anatomie, une histologie tout à fait adaptée à sa fonction. Ça, c'est important. Alors, les petites cellules qui sécrètent les hormones thyroïdiennes, vous voyez, ce sont ces cellules-là, schématisées avec un noyau bleu, qui entourent la colloïde. Et elles vont envoyer les hormones dans la colloïde. Voilà. Donc ça, c'est important à connaître. Alors ensuite, ce qui est capital, mais vous allez comprendre sur un schéma qui est peut-être plus pédagogique, mais je voulais quand même vous en parler. L'hypothalamus que nous avons dans le cerveau, vous voyez, sécrète ce qu'on appelle la TRH, qui est la thyrotropine, releasing hormone, ici, qui, au niveau de l'hypophyse, cette TRH va se rendre sur l'hypophyse, et l'hypophyse va se mettre à sécréter de la TSH. Mais d'abord, la TRH, voilà, c'est l'hormone, alors je reviens en arrière, la TRH, vous voyez, qui est avant l'hypophyse, qui est sécrétée par l'hypothalamus. Bien. Eh bien, cette TRH, elle s'appelle hormone thyréotrope, dont vous avez la structure chimique ici. Vous voyez, elle n'est pas iodée, elle, c'est une hormone qui n'a rien à voir avec l'iode. On l'appelle thyréolibérine ou prothyréline. C'est une hormone peptidique produite par l'hypothalamus. Et elle va stimuler la sécrétion de TSH. Je reviens sur mon schéma, vous voyez. Donc, je reprends. L'hypothalamus sécrète la TRH
qui, au niveau des récepteurs hypophysaires, antéhypophysaires, va sécréter la TSH et qui, elle, va activer la thyroïde. Donc la synthèse des hormones thyroïdiennes, comme j'ai mis ici, se fait sous le contrôle de la TSH, qui est une glycoprotéine sécrétée par l'antéhypophyse. Alors, un petit schéma qui me paraît capital pour ce que nous avons à faire aujourd'hui. Vous allez tout de suite comprendre. C'est très simple. Voyez l'hypophyse, sécrétion de TSH, évidemment, qui va activer les cellules thyroïdiennes. La thyroïde fabriquant deux types d'hormones, la T3 et la T4, qui agissent donc sur l'organisme. Donc, quand j'ai un taux de T3 et de T4 très élevé, donc si le taux est élevé, l'hypophyse est mise au repos et vous avez une baisse de TSH. Donc toute baisse de TSH va induire sur ce type de pathologie. Ensuite, si T3 et T4 est bas, votre hypophyse, l'hypophyse augmente sa production de TSH pour stimuler la thyroïde. Donc c'est pour ça qu'on vous fait des dosages de TSH et d'hormones thyroïdiennes. Et c'est vrai que généralement, le dosage de la TSH est considérablement parlant. Donc retenez bien ce schéma parce qu'il est très simple en fait, mais très parlant. Et ça permet de bien comprendre. Alors donc, la thyroglobuline, qui elle se trouve dans la colloïde, vous avez compris, c'est une glycoprotéine spécifique de la thyroïde, synthétisée par les thyréocytes, vous voyez ces petites cellules bleues, voilà, stockée dans la lumière folliculaire, et elle constitue à peu près 95% de la colloïde. Et elle est considérée, cette thyroglobuline, comme une pro-hormone. C'est-à-dire que c'est à partir de la thyroglobuline que l'organisme va en tirer les hormones T3 et T4. D'ailleurs, on le voit sur ce schéma bien complexe, ma foi, mais pas tant que ça. Donc ce que je veux surtout rappeler, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez, on part de la tyrosine en liaison peptidique avec la thyroglobuline. En fait, la thyroglobuline, sur la thyroglobuline, il y a des restes tyrosyles qui vont permettre d'accéder au T3 et au T4. Voilà. Alors d'abord, il y a l'iodation de la tyrosine, qui est un acide aminé. La tyrosine étant fixée sur la thyroglobuline. Voilà. Elle va s'ioder, va donner des monoiodotyrosines, des diiodotyrosines, qui vont se coupler pour donner et la T3 et la T4, et même une T3 réverse, qu'on appelle. Donc voilà la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc ça se passe tous les jours dans votre thyroïde. Vous n'en avez pas conscience, heureusement, mais voilà, c'est la fabrication de vos hormones thyroïdiennes. Alors, je retiens quoi? Je retiens la TRH, vous avez vu, je retiens la TSH, je retiens la thyroglobuline, qui est la préhormone en fait, T3 et T4. C'est l'essentiel pour l'officine, ça ressemble à une croix de pharmacie, disposée comme ça. Donc, vous voyez, pensez à cela. TRH, TSH, thyroglobuline, T3, T4. C'est les éléments que vous devez savoir au minimum pour pouvoir bien comprendre la physiologie thyroïdienne. Alors, quelles sont les principales pathologies thyroïdiennes? Alors, je vais être assez bref, parce que ce n'est pas le but ici. Le but, c'est d'aller vers le traitement et de gérer l'ordonnance. Mais quand même, il y a des choses à savoir. Votre malade peut avoir quoi? Il peut avoir une hypothyroïdie. Sa thyroïde ne fonctionne pas assez. Donc, il y a des médicaments. Il peut avoir une hyperthyroïdie. C'est l'inverse. La thyroïde va s'emballer et va vraiment cracher des hormones thyroïdiennes qui sont évidemment très néfastes pour l'organisme quand elles sont en quantité trop importante. Donc, c'est une autre pathologie à l'extrême, bien sûr, mais qu'il faut savoir. Et vous avez des patients qui ont une hyperthyroïdie, mais qui est quand même plus rare qu'une hypothyroïdie. Si les gens sous lévothyrox, ça court les rues, les gens sous antithyroïdienne synthèse, pour traiter l'hyperthyroïdie, il y en a très peu. Voilà. Mais il faut quand même savoir que votre thyroïde peut s'emballer. Puis il peut y avoir un goitre, qui est une hyperplasie au niveau de la glande thyroïdienne, des nodules thyroïdiens, vous voyez, c'est un petit nodule qui est au niveau de la thyroïde, qui peut être bénin, mais qui peut être aussi malheureusement, qui peut avoir une certaine malignité. Et puis donc, comme je disais, le cancer de la thyroïde. Donc voilà quelques pathologies thyroïdiennes. Il faut avoir au moins ces mots en tête pour, à l'officine, pouvoir discuter avec votre patient. Les bilans thyroïdiens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai mis en rouge quand même
les tests sanguins, TSH, T3, T4. Les médecins font généralement faire ce dosage et très souvent, ils ne font faire comme un bilan de TSH pour savoir où on en est quand on a mis la personne sous traitement, pour savoir si ça marche, si ça ne marche pas, où on en est, si c'est stabilisé, si c'est bien, pas bien, etc. On peut faire aussi des échographies thyroïdiennes, on peut faire une biopsie thyroïdienne, ça peut arriver, une scintigraphie thyroïdienne. Le malade va vous parler de ça. Il va vous dire, je suis allé à mon labo d'analyse, on m'a trouvé une analyse qui n'était pas bonne dans mon sang. Voilà, vous lui expliquez les hormones. Mais il peut vous dire aussi, on m'a fait une espèce de radio, je me suis allongé sur une table, on m'a promené un système, là, vous pouvez lui expliquer pourquoi on a fait ça. Voilà, donc les examens, alors on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but aujourd'hui. Alors juste, ça c'est quand même important, le bilan sanguin TSH, T3, T4, je vous ai mis ici les valeurs de TSH, de T3, de T4, vous avez en regard les valeurs normales. Alors vraiment, ces valeurs, vous le voyez, sont dans des fourchettes, mais je vous ai mis, ce qui est caractéristique, les valeurs de TSH, selon l'American Thyroid Association et le NACB Guideline. Alors vous voyez, un taux de TSH inférieur à 0,10, c'est une hyperthyroïdie, parce qu'il y a beaucoup d'hormones thyroïdiennes T3 et T4, et par rétrocontrôle, on va freiner la production de TSH. Et après, vous voyez dans le rouge, les hypothyroïdies subcliniques, on appelle ça FRUS, ou alors franchement les hypothyroïdies, etc. Et entre, vous avez des hyperthyroïdies subcliniques, des euthyroïdies, des doutes. Voilà. Le thyroïdie, c'est-à-dire que c'est normal. Donc voilà, si vous avez un taux de TSH qui est dans ces zones-là, vous êtes en normalité apparente. Voilà, c'est que à peu près tout va bien. Donc pensez à ce chiffre, vous pouvez le récupérer en bibliographie, et puis photographiez-le, puis vous pouvez l'avoir, peut-être, je ne sais pas, Isha, si le visuel sera disponible, mais voilà, vous aurez ça sur vos visuels, et vous pourrez le consulter quand vous en avez besoin. Voilà. Alors après, il y a deux mots, parce que ce n'est pas le but, mais quand même, il faut le savoir. Il existe une hyperthyroïdie, oui, c'est une hyperactivité thyroïdienne, qui va entraîner une accélération des fonctions vitales. Et je vous ai mis quelques troubles qui peuvent se dire, c'est pas normal. Donc, voilà, quand vous avez, par exemple, un patient qui arrive à l'officine et qui est nerveux, qui a son cœur qui palpite, qui a toujours chaud, etc., qui perd du poids, vous devez avoir la puce à l'oreille en discutant avec lui. Vous pouvez lui dire, vous avez consulté un médecin, vous avez vu votre médecin de médecine générale, parce que ça pourrait, faut pas, mais voilà, vous pouvez dire, oui, ça pourrait être des troubles thyroïdiens. Moi, je vous conseille d'aller voir le médecin, parce que voilà, il vous aiguillera. Il ne faut pas passer à côté de pathologies. On peut peut-être vous traiter, et c'est bien de le faire. Donc, vous voyez, ça peut vous donner des idées pour discuter avec vos patients quand ils vous relatent des symptômes, et vous lui dites, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, quand on a une hyperthyroïdie, il y a trois choses. Soit c'est un traitement médical. Alors, on peut donner des bêta-bloquants parce que ça ralentit le cœur, ça freine, ça calme, etc. Mais on donne des antithyroïdiennes synthèse. Bon, ce n'est pas extraordinaire comme tolérance, mais bon, c'est quand même bien sur plusieurs mois. On peut avoir recours à l'iode radioactif, vous le savez, mais aussi, on peut faire une intervention chirurgicale, et vous avez beaucoup de patients qui ont subi des chirurgies de la thyroïde, soit partielle, soit totale. Alors évidemment, quand le malade a eu une hyperthyroïdie, moi j'en connais, qui ont été opérés, on leur a enlevé complètement la thyroïde, parce qu'ils avaient peut-être une maladie de base de haut, hyperthyroïdie, etc. Donc après, ils doivent prendre des hormones thyroïdiennes à vie, c'est clair. Donc vous avez des gens qui viennent chercher du lévothyrox parce qu'ils ont eu une chirurgie de la thyroïde et ils viennent se supplémenter en lévothyroxine. Alors, nous abordons maintenant l'hypothyroïdie. Alors, ce que je vais dire, c'est important parce que quand vous êtes au comptoir, vous allez pouvoir repérer les symptômes de vos patients et les aider. Voilà, ça c'est important. Alors, quand ils ne sont pas traités, ils auront quels signes? Alors, l'hypothyroïdie, quand faut-il d'abord la rechercher? Ça c'est important. D'abord, s'il y a des symptômes évocateurs qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'il y a une liste de symptômes évocateurs, donc si le malade a ces symptômes, on va lui faire un bilan, bien évidemment.
mais aussi s'il y a des symptômes anormaux, non spécifiques, chez certaines personnes. Par exemple, des personnes qui prennent de l'amiodarone. L'amiodarone, vous l'avez peut-être constaté, est très pourvoyeuse de dysfonctionnement thyroïdien. Bien. Du lithium, également, même chose. Les malades qui souffrent d'une maladie auto-immune, par exemple un diabète de type 1, ou ayant un proche parent atteint d'une maladie auto-immune, ça peut. Des malades qui présentent une dépression inexpliquée, pourquoi pas. Ou un taux de cholestérol sanguin élevé. Mais on peut aussi se dire, je vais rechercher l'hypothyroïdie éventuelle avant une grossesse en présence de facteurs de risque d'hypothyroïdie. Bien. Alors maintenant, quels sont les signes? Alors ça, apprenez-le, c'est très important. Vous les connaissez pour la plupart, mais je vais quand même vous les rappeler, parce qu'il faut vraiment vivre avec ces idées en tête pour vos patients. Parce que quand un patient aura ces symptômes, vous pouvez lui dire, écoutez, allez voir un médecin, c'est préférable, parce que peut-être vous avez un dysfonctionnement de la thyroïde. Alors le malade se plaint de fatigue. Alors bien sûr, plus ou moins intense, mais ça peut être fatigue physique, fatigue intellectuelle, somnolence diurne, difficulté de concentration, de mémoire, frilosité, très important, la frilosité, qui est en rapport avec l'hypothermie du reste. Une bradycardie, autant dans l'hyperthyroïdie, il aura une tachycardie avec un cœur qui pulse énormément. Ici, il aura un ralentissement de la fréquence cardiaque. Une bradycardie, il peut même aller vers une insuffisance cardiaque si ça tarde et si on ne l'a pas détecté depuis longtemps. Une constipation, une prise de poids, malgré une perte d'appétit, c'est comme ça. Ça signe souvent des hypothyroïdies. Si c'est une femme, des règles irrégulières, avec une baisse de libido, mais aussi des crampes, des douleurs musculaires et des myopathies. Je vais entourer ça, je ne sais pas si... Pourquoi je fais ça? Avez-vous vu l'ordonnance de tout à l'heure? Sur l'ordonnance, il y a une statine. Voilà. Et donc, voilà, il faut faire attention, parce que déjà, l'hypothyroïdie peut donner ce genre de choses, les statines aussi, donc ça ne va pas améliorer la situation. C'est pour ça que dans l'ordonnance, moi je vais proposer quelques petites modifications, parce que ce n'est pas forcément trop judicieux. Bien, on va voir ça. Oui, je voulais peut-être dire deux mots. La plupart du temps, les hypothyroïdies sont détectées fortuitement. Alors bien sûr, tous ces symptômes sont évocateurs, mais quelquefois on n'y pense pas toujours. On se pense que c'est comme ça, que c'est les mois qui passent, et puis en vieillissant, voilà. Mais non, quelquefois on détecte l'hypothyroïdie fortuitement. Le médecin fait faire un bilan, et puis il dit à la personne, tant qu'on y est, je vais vous faire un dosage thyroïdien. Tiens, on va doser la TSH, on va doser T3, T4, vous n'en avez pas fait? La personne dira, non. Le médecin dit, on va le faire, c'est quand même bien, puisque vous avez certains signes, voilà, je voudrais être sûr. Voilà. Donc c'est quand même important de savoir que parfois on peut passer à côté, et ça peut durer plusieurs mois avant qu'on ne détecte. C'est pour ça qu'il faut faire des bilans de temps en temps. Voilà. Alors les complications de l'hypothyroïdie non soignée, d'abord il peut y avoir un goitre qui apparaît. La thyroïde est constamment stimulée pour sécréter davantage d'hormones et va s'hypertrophier. Des problèmes de santé mentale, avec une dépression, malheureusement. Ce sont des gens qui ont tendance au mauvais moral, à la dépression. Donc, il faut savoir que ça existe. Certains malades ont même des neuropathies périphériques. Vous savez, ces neuropathies périphériques, ce sont ces sensations de fourmillement, de picotement au niveau des extrémités. Donc, voilà, ça peut être caractéristique aussi. Et même un myxœdème, alors c'est rare, hein, ça peut être mortel même. C'est le résultat d'une hypothyroïdie non diagnostiquée. Vous voyez, avec intolérance au froid, etc. Mais c'est grave parce que ça peut évoluer mal vers des comas, etc. Donc c'est à prendre en charge très rapidement. Et même une infertilité. Donc vous voyez, il y a des tas de troubles associés. Donc en fait, ce n'est pas anodin. Quand on a une hypothyroïdie, on a tout un contexte de symptômes, mais aussi des risques qui peuvent surgir. Alors quel traitement pour l'hypothyroïdie? Bonne question. Heureusement, on peut supplémenter. L'hypothyroïdie, je manque d'hormones thyroïdiennes. Ma thyroïde ne fabrique pas assez d'hormones thyroïdiennes, donc je vais en apporter aux patients. Et nous avons la lévothyroxine,
qui a fait beaucoup parler d'elle ces dernières années, du reste, voilà la lévothyroxine, qui est une hormone de substitution, et donc qui va permettre aux malades de vivre, d'avoir une vie régulière. Alors bien sûr, la plupart du temps, quand on a une hypothyroïdie, c'est rare qu'on guérisse de l'hypothyroïdie. Et souvent, ces personnes, souvent ce sont des femmes, du reste, relativement jeunes, vous le voyez dans votre clientèle, dans votre patientèle, qui voilà, devront prendre des hormones thyroïdiennes toute leur vie. Voilà, c'est comme ça. Elles ne peuvent pas vivre sans hormones thyroïdiennes. Ça serait trop dangereux. D'ailleurs, vous voyez, vous le verrez, les patients, les patientes surtout qui viennent à l'officine, qui sont mal régulés en lévothyroxine, ça ne va pas. Elles ont des problèmes, elles vont voir leur médecin. Donc on leur fait faire un taux de TSH, on leur fait doser T3, T4, etc. Donc il faut le savoir, c'est quand même important. Alors, voici la lévothyroxine. Ce qui vous saute aux yeux, c'est la richesse en iode sur la molécule. C'est une molécule très largement iodée. Elle est tétraiodée. Alors vous avez la triodo, où il y a 3 iodes, mais la tétraiodotyronine, voilà, la lévothyroxine, c'est la forme lévogir qui est la plus active, et c'est celle que l'on donne du reste en thérapeutique. Donc, moralité, pour que je fabrique mes hormones thyroïdiennes, il me faut de l'iode. Donc, il faut veiller à avoir une alimentation équilibrée. Vous savez, l'alimentation équilibrée aujourd'hui, c'est un phare dans la médecine. C'est essentiel à la vie. Aïcha ne me contredira pas. Elle sait très bien, elle prône, enfin, elle vit pour ça, elle fait passer le message. Vraiment, avoir une bonne alimentation, une bonne supplémentation en certaines vitamines, etc., c'est essentiel, absolument. Mais pour tous les domaines, hein, vraiment, faites très attention à cela. Dans les années futures, ça prend de plus en plus d'extension, hein, partout dans le monde. Hein. Mais on va devoir probablement être supplémenté, vraiment s'attacher à tous ces nutriments qu'on pourrait donner, c'est très important. Mais pas faire n'importe quoi. Surtout, demander conseil à un professionnel de la santé. Donc, la lévothyroxine, c'est le médicament prescrit aujourd'hui, principalement. Hein. Il y en a d'autres, mais c'est surtout celui-là. Et vous avez, j'ai été voir dans la pharmacopée marocaine, les noms que vous commercialisez, lévothyrox, bien sûr, qui est international, hein, mais le thyroxizène aussi. Donc voilà les principales spécialités. Oui. Le prétendiram, hein. Ah, vous n'avez peut-être pas tout, je ne sais pas. Moi, j'ai été voir sur ce que j'ai pu obtenir hein, comme documentation. Voilà. Ah, vous ne l'avez pas? Bon, ben tant pis. Hein. Alors, attendez, si vous voulez photographier, voilà, c'est bien. C'est bon? Pensez au lévothyrox. Lévothyroxine, c'est le phare. Voilà, bien. Alors, les indications posologie de la lévothyroxine. Quelles sont les indications? Si j'ai la curiosité d'aller voir dans l'indication AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, il y a une indication, donc vous la trouvez dans vos formulaires de médicaments. Quelle est-elle? Donc les hypothyroïdies, et on vous met aussi circonstances associées ou non à une hypothyroïdie où il est nécessaire de freiner la TSH. C'est pour d'autres pathologies où il y a trop de TSH et on est obligé de freiner. Bien. La posologie, c'est en général, voilà, chez l'adulte, hein, c'est ce qu'on appelle une hormonothérapie substitutive, c'est-à-dire qu'on va remplacer l'hormone déficiente en donnant une hormone de synthèse, qui peut être naturelle, du reste, mais voilà, on donne, on supplémente en hormone, voilà, lévothyroxine, en moyenne 100 à 150 microgrammes jour, en une seule prise par jour, on verra tout à l'heure, le matin à jeun, de préférence. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier, mais ça, on le verra. Il faudra bien rappeler à la personne de ne pas oublier son traitement. Parce que ce que vous allez lui dire, voilà, le médecin vous a donné un traitement, vous allez voir, ça va vous révolutionner votre fatigue. Vous allez voir, vous allez être révolutionné. Mais par contre, il ne faut pas que vous oubliez. Il faut faire votre traitement tous les jours, sans oublier. Parce que si vous oubliez, bon, un jour ça va, 2 jours, mais très vite, ça y est, les symptômes vont réapparaître et vous ne vous sentirez pas bien. Donc ça viendra du fait que vous ne prenez pas bien votre médicament. Il faut le lui dire. Ça le culpabilise. En fait, il est sensibilisé et vous allez le mettre en adhésion. Hein. Parce que si vous lui dites
vous ne serez pas bien dans les jours qui viennent, très vite, il va dire, oulala, il ne faut pas que je l'oublie. Donc vous lui dites, tous les jours, vous prenez votre médicament. Alors, quelques notions pratiques. Les signes d'hypothyroïdie sont peu spécifiques, c'est vrai, il y en a, mais bon, on peut passer à côté. Les recommandations proposent un dosage de TSH chez tout le monde, hein. Une fois tous les 5 ans à partir de 35 ans, c'est bien de le faire. Vous voyez, quand on arrive à 35 ans, même si tout va bien, mais surtout si on a quelques petits symptômes, il faut le faire. Il vaut mieux dépister plutôt que de laisser courir une hypothyroïdie que l'on ne va pas traiter et qui va être génératrice de problèmes. Alors bien sûr, plus fréquemment, un dosage plus fréquent chez les sujets à risque de dysfonction thyroïdienne, en présence de signes cliniques évocateurs, c'est normal, hein. Si tous les signes cliniques sont là, c'est sûr qu'il va falloir faire attention, il va falloir faire un dosage de TSH. Ou pour un suivi thérapeutique, c'est-à-dire qu'on est sous lévothyroxine, il va falloir de temps en temps faire un dosage de TSH pour savoir si tout va bien. Si la personne n'est pas bien, ne se sent pas bien, elle va voir son médecin qui lui dit « Attendez, on va faire un dosage, on va voir où vous en êtes de votre dosage de TSH. » Voilà, très important, le dosage de TSH est suffisant pour déterminer une hypothyroïdie, pour dépister une hypothyroïdie primaire. Je ne dis pas que on peut faire autre chose, mais déjà, quand on fait une TSH, on a pas mal de renseignements. Si la TSH est élevée, bien sûr que le médecin va devoir compléter par des dosages de T4 libre et d'anticorps anti-TPO pour savoir s'il n'y a pas derrière une pathologie auto-immune. Voilà, l'hypothyroïdie fruste, ça existe. C'est une hypothyroïdie où apparemment les valeurs sont normales, mais elle est là, elle est présente et c'est toujours embêtant. Donc il faut faire des dosages et un questionnaire approprié. Alors maintenant, vous avez votre malade qui est sous lévothyroxine, que ce soit un homme ou une femme. Donc, attention, quand on est sous lévothyroxine, il y a des choses à dire, à faire et à ne pas faire. Donc, il y a ces fameuses interactions médicamenteuses. Alors, vous allez me dire, monsieur Huxon, mais je fais quoi? Alors, d'abord, avec les antisécrétoires inhibiteurs de la pompe à protons. Et vous voyez que dans l'ordonnance que Aïcha m'a donnée, il y a un IPP, il y a un inhibiteur de la pompe à protons, ce qui n'est pas forcément judicieux. Mais on verra tout à l'heure. Beaucoup trop d'ordonnances, beaucoup trop de prescriptions renferment des IPP qui ne sont absolument pas justifiés. Et le drame, c'est que c'est assez confortable pour le patient, qui a des aigreurs, des brûlures. Il se dit « Oh, c'est super !» Donc souvent, il refait marquer, le médecin le marque, les IPP, alors qu'il n'en a pas besoin. C'est dangereux, on le verra tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que vous coupez votre sécrétion acide gastrique et nous avons besoin de l'acidité gastrique, 1 pour digérer et 2 pour nous protéger des bactéries qui arrivent et virus qui arrivent par voie orale dans l'estomac. Donc vous coupez cette possibilité de les éradiquer à ce niveau et c'est très embêtant. Donc moi je suis tout à fait contre ces personnes qui prennent des IPP. C'est pas normal. Il faudrait que le médecin puisse de temps en temps revoir son ordonnance et dire non, on arrête les IPP, ça ne sert à rien, sauf quand il y a un passage où vraiment on a une ulcération, on n'est pas bien, etc. Ça, faut le savoir. Donc avec les antisécrétoires, vous allez baisser l'absorption de lévothyroxine, parce que ça augmente le pH intragastrique. Donc c'est embêtant, parce que si vous diminuez l'absorption de lévothyroxine, vous ne serez plus bien traité. Donc c'est embêtant. On va voir ce qu'il faut faire. Donc il faut différer les prises, mais ce n'est pas toujours évident. Pourquoi ? Parce que les inhibiteurs de la pompe à protons, on verra comment ils agissent. Ce n'est pas des produits qui agissent en passant de la pommade, si j'ose dire, en protégeant l'estomac. Ce n'est pas ça. Vous verrez, c'est particulier. C'est pour ça que je vais vous en parler. Alors ensuite, avec évidemment tout ce qui est sucre alpha, topiques gastro-intestinaux, c'est-à-dire tous les produits qu'on va mettre dans l'estomac qui vont tapisser les muqueuses, etc., pour soulager, pour pas que l'acide gastrique soit en contact avec la muqueuse de l'estomac. Mais évidemment, ils continuent leur route dans l'intestin et souvent, ils empêchent la résorption des médicaments. Donc c'est embêtant, ils baissent l'activité de la lévothyroxine. Bien sûr, avec les inducteurs enzymatiques. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Les inducteurs enzymatiques, vous savez, ce sont ces produits qui accélèrent la métabolisation des médicaments dans l'organisme. Ils induisent la formation d'enzymes. Donc,
ça va hyper métaboliser. Alors, parmi les grands inducteurs enzymatiques, mais vous, pharmaciens, il faut absolument les connaître parfaitement, puisque vous êtes au carrefour des prescriptions. Donc, vous avez la carbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne, la primidone, les barbituriques, mais aussi la griséofulvine, la rifampicine, la rifabutine et le millepertuis, qui est naturel. Je ne sais pas si vous en vendez beaucoup de millepertuis. Vous avez de la demande? Oui. C'est ça. Le problème, c'est que c'est très dangereux. On met un loup dans une bergerie, hein. C'est clair. Le millepertuis, comme le jus de pamplemousse, mais le jus de pamplemousse, il faut plus nuancer. Françoise Couy, qui est dans la salle, nous dirait qu'il faut faire attention. Voilà, le millepertuis, voilà, il ne faut pas le prendre quand on se traite. C'est peut-être très bien, mais si on n'a rien d'autre comme médicament. Il ne faut jamais conseiller du millepertuis à quelqu'un qui a une ordonnance avec X lignes, parce qu'il est inducteur enzymatique. Donc, évidemment, vous activez la dégradation de la métabolisation des hormones. Donc, il faudra faire des adaptations de posologie. Avec les sels de fer, de calcium, ça diminue l'absorption digestive de la lévothyroxine. Ça fait des complexes. Et donc, vous résorbez moins votre lévothyroxine. Et ça peut arriver qu'un malade prenne du calcium. Mais il ne faut pas le prendre en même temps que sa lévothyroxine, parce que ça risque de complexer. Avec la chlorophylle, le proguanil. Donc, vous voyez, il y a à faire quand même. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Et quand vous avez quelqu'un qui a une hormone thyroïdienne dans son traitement, dites-lui, surtout, ne prenez pas de médicaments tout seul. Ne faites pas d'automédication. Venez me voir. Moi, je vous dirai si oui ou non, vous pouvez prendre ce médicament et à quel moment, si j'autorise, vous pouvez le prendre. Donc ça, il faut bien lui dire, toujours. De toute façon, l'automédication, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va mettre dans l'estomac et ça peut réagir avec la molécule qui vous traite actuellement. Mais voyez, ça continue, la liste est longue, avec les inhibiteurs d'enzymes, de protéases en particulier, tous les médicaments pour le sida, avec les œstrogènes non contraceptifs. Alors, non contraceptifs, risque d'hypothyroïdie, on va voir tout à l'heure un petit mot là-dessus. Donc, voyez, vous avez beaucoup d'interactions médicamenteuses à connaître avec le lévothyrox. Voilà, faites marcher vos logiciels quand vous avez quelqu'un qui a du lévothyrox et vous lui dites pas d'automédication, comme je viens de vous dire maintenant. Alors, bonne question. Ça, c'est important. Peut-on prendre un contraceptif pendant que l'on prend de la lévothyroxine? Oui, estroprogestatif, à base d'œstrogène, etc. Vous pouvez prendre un contraceptif, un médicament pour la thyroïde le même jour, mais pas simultanément. Il est préférable de laisser un intervalle de 4 heures entre les deux. Vous prenez, alors vous allez lui dire, voilà, le lévothyrox le matin, voilà, et en général, il ne faut pas prendre le lévothyrox, réfléchissez, c'est une hormone. Si vous prenez le lévothyrox, et si vous y mettez dans l'estomac votre petit déjeuner immédiatement, ça va faire un mélange pas possible, et l'organisme aura du mal à aller chercher la lévothyroxine. Donc, ce que vous recommandez à la personne, voilà, c'est une hormone. Vous allez vous lever, vous prenez votre lévothyrox, vous attendez une demi-heure, 45 minutes, avant de prendre votre petit déjeuner, il va se passer plus bas et il va être résorbé. Après, le train qui suit, ça sera le petit déjeuner. Mais on s'en fout, ça sera déjà en voie de résorption. Et puis, vous lui dites, le contraceptif, vous le prenez le soir. Vous ne l'oubliez pas, vous le mettez à côté de votre brosse à dents. Il faut se brosser les dents tous les jours, bien sûr, mais vous le prenez à côté de votre brosse à dents, comme ça, vous ne l'oublierez pas le soir. Donc, lévothyrox le matin, contraceptif le soir. Ça, c'est très clair. Alors, moi, j'ai posé la question à un spécialiste. Troubles thyroïdiens et pilules, pas de lien avéré. Il n'y a, alors d'après Philippe Touraine, chef du service d'endocrinologie à la Salpêtrière à Paris, il n'y a aucun lien évident entre la prise de la pilule et la survenue de troubles thyroïdiens. Voilà, donc ça, c'est important à savoir. Ce sont des idées reçues, et donc il faut bien le dire à la patiente. Pourquoi ? Parce qu'elle sera comme ça rassurée. Vous savez, la part de psychisme aussi sur les maladies est extrêmement importante. Et tout le monde le sait, même pour une dysfonction thyroïdienne, un stress, une anxiété, ça perturbe. Voilà, donc il ne faut pas qu'elle se dise « Oh là là, j'ai mon
mes troubles thyroïdiens, je prends la pilule, est-ce que... Voilà. Donc, faut la rassurer. D'accord? Vous avez donc un rôle extrême à jouer. Le rôle pharmaceutique, vous savez, c'est important, hein, parce que vous avez le médecin qui prescrit et le pharmacien qui est au contact du patient. Voilà. Et c'est lui qui peut donner les bonnes idées et qui peut rectifier le tir et puis renseigner. Parce que souvent, le médecin n'a pas toujours le temps de renseigner son patient. Il devrait le faire, bien sûr, mais le pharmacien, voilà, c'est vraiment son métier et de plus en plus dans tous les pays du monde, hein. Moi, vraiment, je travaille avec tous les pays mondiaux et je vois bien que le rôle du pharmacien se renforce dans tous les pays du monde, quels qu'ils soient. C'est très important. Le pharmacien, rôle numéro 1, c'est vrai. Alors après, vous avez autre chose. Sur l'ordonnance, il y a du glucophage, metformine. C'est un médicament extraordinaire. Il faut que vous le sachiez. C'est un des meilleurs médicaments pour traiter une certaine forme de diabète, bien évidemment, mais il faut qu'il soit utilisé à bon escient. On appelle ça un biguanide. C'est une structure donc particulière, mais c'est un médicament absolument remarquable. Alors donc, ces indications pour la metformine, c'est le diabète de type 2. Alors je reviens en arrière. Vous voyez donc, numéro 1, on l'a étiqueté hypothyroïdien. Mais en numéro 2, on l'étiquette diabétique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne vont pas ensemble? Nous allons voir pour discuter. Donc, le DT2, le glucophage, par exemple, va traiter le DT2, le diabète de type 2. Vous savez qu'il y a 2 types de diabète, le DT1 insulinodépendant et le DT2 non insulinodépendant, qu'on voit plutôt en vieillissant, en prenant de l'âge, bien évidemment. Alors, on vous met dans l'indication, en particulier en cas de surcharge pondérale, lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique ne sont pas suffisants pour établir l'équilibre. Ça, c'est ce que tout le monde dit et c'est ce qui conditionne sa prescription. Voilà. J'ai bien mis, c'est important, une réduction des complications liées au diabète, et Dieu sait qu'il y a énormément de complications qui peuvent arriver, a été observé chez des patients adultes diabétiques de type 2 en surcharge pondérale traités par metformine. C'est un médicament sensationnel. Quand apparaît un diabète, se mettre sous metformine, c'est vraiment un truc extraordinaire. Et vous verrez un petit scoop pour la fin que je réserve sur la metformine, et vous allez tous en prendre. Non, il ne faut pas. Mais ça fait rêver. Vous vous dites, metformine, c'est bien quand même. C'est quand même bien. Alors, l'avantage avec ce produit, c'est qu'il est anti-hyperglycémiant. Si vous analysez étymologiquement, il ne peut pas vous faire passer en hypoglycémie. Il va réguler votre glycémie. Si elle est trop élevée, il la normalise, mais c'est tout. Il ne va pas en dessous. Alors évidemment, si par ailleurs le malade a une insuline qu'il prend par ailleurs, on risque l'hypoglycémie, mais la metformine tout seul ne fait jamais passer, théoriquement, en hypoglycémie. Ça, c'est absolument capital. C'est pour ça qu'elle a une vogue extrême. Voilà, donc ici, ce malade va prendre un comprimé par jour, soit 1700 mg jour, au cours ou à la fin des repas. Il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez le dire au patient, vous le prenez quand vous voulez, au début, à la fin, quand vous voulez. Alors, bien sûr que le médecin va faire attention. Quand il va prescrire de la metformine, il faut qu'il connaisse ce qu'on appelle le DFG, qui est le débit de filtration glomérulaire. Nous avons tous 2 reins, et vous savez que le débit de filtration, quand on est jeune, il est bon, bien sûr, et puis quand on prend de l'âge, ce débit, malheureusement, est faibli. Voilà, mais c'est physiologique. On appelle ça une insuffisance rénale physiologique. C'est normal. Voilà, donc un sujet vieillissant qui a dépassé 75-80, à ce moment-là, sa fonction rénale, si on lui fait une clérance de la créatinine, on n'est pas surpris, on sait qu'il aura un problème. Donc il faudra que la posologie soit adaptée au débit de filtration glomérulaire. Donc le médecin va faire un débit de filtration glomérulaire. Voilà. Alors vous voyez, le glucophage, pour les doses journalières de glucophage, alors, un malade là, que Aïcha m'a passé, il a 1700 mg jour. Alors je regarde, eh bien voilà, il est là à peu près. Donc ça correspondrait avec une petite faiblesse, mais c'est normal, parce que ce malade est âgé, donc forcément qu'il a une petite insuffisance rénale. Donc il a bien fait, le médecin. Il a donné la bonne posologie. Donc vous voyez, il faut vous poser la question de temps en temps. Vous récupérez ce tableau sur le visuel après,
Et quand vous avez un sujet très âgé, que vous voulez analyser votre ordonnance pour de la pharmacovigilance, par exemple, il faut que vous puissiez vous dire « Oula, mais est-ce qu'il n'est pas surdosé en metformine ?» Gardez ce tableau en mémoire, il est très, très, très important. Voilà, mais là, le malade, voilà, c'est bien pour son âge, il a la bonne posologie. Voilà. Alors la metformine, est-ce qu'il y a des effets indésirables? Oui, il y en a. Vous les avez sous les yeux, avec une petite icône là qui n'est pas réjouissante, mais qui dit bien ce que ça veut dire, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale. Voilà. Mais ça disparaît en général avec la poursuite du traitement. Alors pour prévenir ces effets, vous avez deux possibilités. Soit fractionner la dose, mais là dans le cas de ce patient, ce n'est pas évident. Donc ce que vous pouvez lui dire par contre, s'il a des problèmes de nausées, etc., il faut le prendre au cours ou à la fin des repas, mais pas avant. Ça, c'est important à signaler. Ensuite, ça, retenez, metformine, mauvaise tolérance, c'est clair, mais aussi risque d'acidose lactique. Ça, c'est embêtant. J'ai mis, heureusement, rare, très rare, mais grave. Mais il faut le garder à l'esprit. C'est important. Donc, la Haute Autorité de Santé recommande d'informer les patients et les soignants du risque d'acidose métabolique sous metformine. Donc il faut que je connaisse les symptômes. Vous les avez en rouge avec cette signalisation. Alors c'est quoi? Je suis sous metformine. Je risque quoi? Et qu'est-ce qu'il faut que je surveille? Si j'ai du mal à respirer, si j'ai des douleurs abdominales, des crampes musculaires, de la fatigue, de l'hypothermie, attention, ça peut être une acidose lactique. Donc, dans ce cas, le médecin va faire arrêter la metformine avec une consultation d'urgence. Et bien sûr, on fera un diagnostic biologique, on va doser, évidemment, on va apprécier le pH sanguin, voilà, et on dosera les lactates plasmatiques. Ça s'appelle une acidose lactique. Donc, vous voyez, retenez ça. Metformine, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis, très, très, très important, à l'officine, quand vous avez un patient sous metformine, vous lui dites deux choses. Un, si vous devez faire un bilan radiologique, quel qu'il soit, avec évidemment injection de produits de contraste, eh bien, il peut y avoir des risques de néphropathie. Donc, attention, généralement, voyez, la metformine est arrêtée avant ou au moment de l'examen d'imagerie. Voilà. Et il est repris dans un délai minimum de 48 heures. Oui, c'est ça, en général. Donc, il faut le savoir, ça, c'est très, très, très important. Le médecin lui aura dit, mais pas toujours. Ça peut passer à l'as, malheureusement. Et puis, en cas d'intervention chirurgicale, on arrête. Évidemment, voilà. Donc, sachez tous ces points importants pour la metformine. Là, vous ne risquerez pas de passer à côté. Vous voyez, il y a des réflexes, des choses clés à savoir quand vous êtes pharmacien, quand vous êtes au comptoir, vous avez des connaissances obligatoires. Alors, faites un petit carnet où mettez « malade sous metformine, je lui dis ça ». C'est important. Il faut faire de l'éducation thérapeutique à vos patients. C'est très, très, très important. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Alors après, des interactions, oui, il y en a. Alors évidemment, les AINS, les IEC, les sartans, les diurétiques, voilà, ça fait partie des interactions médicamenteuses, lors de l'introduction ou de leur arrêt du reste. Alors vous pouvez flasher ce code et vous allez tomber sur un article extraordinaire qui vous dit tout ce que vous devez savoir pour dispenser la metformine. C'est remarquablement bien fait. Parce qu'il y a des articles comme ça pédagogiques qu'on aime bien avoir sous le coude, parce qu'en très peu de temps, on peut se former et on peut apprendre des choses et on ne passe pas à travers l'essentiel. Non, photographiez-le, c'est important. Mais vous l'aurez de toute façon sur le document. Et puis, je voulais, sur la metformine, vous donner ça, parce que ça va vous donner le moral. Ça vient de paraître, c'était le 26 janvier 2025, donc il n'y a pas longtemps, sur Santélogue, qui est un
un support extraordinaire. Alors je lis une nouvelle étude menée à l'université de Stanford et par des scientifiques de différents instituts de recherche américains vient encore ajouter aux multiples bénéfices déjà documentés de la metformine. Et écoutez bien, en rouge, en confirmant son impact contre le vieillissement est favorable à la longévité via un processus de méthylation de l'ADN. Alors, depuis qu'est sortie cette publication, ça fait fureur. Moi, on m'écrit, on me dit « Oh là là, où on en est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut prendre de la metformine ?» Non, vous ne prenez pas de la metformine si vous n'êtes pas diabétique, c'est clair. Mais voilà ce qu'on a découvert. Alors, donc, ceux qui sont diabétiques, vous voyez, c'est quand même très intéressant. Et là, vous avez la source. Et vous lisez le document et vous allez être conquis complètement. Donc, vous voyez, peut-être pas, mais bon, c'est déjà pas mal de... Voilà. Mais pourquoi pas, hein, voilà. Alors, il a du Plavix. Bon, ça, on ne va pas s'apesantir. Vous le savez, inhibiteur de l'agrégation plaquettaire. Vous vouliez peut-être, je vois avec votre appareil, vous vouliez que je remette en arrière? Non? Ça? Ça y est? C'est bon? Bon, allez. Vous le lirez, penserez à moi. Voilà. Le Plavix, bon, c'est un antiagrégant plaquettaire, hein, on ne va pas s'éterniser, mais voilà, c'est très important, hein, quand on est sous antiagrégant plaquettaire, c'est qu'on a une raison. On ne met pas n'importe qui sous antiagrégant plaquettaire. Pour diminuer le risque de formation de caillots, vous le savez, donc voilà. Donc, ce malade, il faudra lui dire, hein, il a du lévothyrox, il a un diabète, etc., il a un problème en cardiologie, donc voilà, risque de saignement, des interventions et saignement anormal, je consulte. Voilà, ça fait partie des réflexes. Il faut analyser dans sa globalité l'ordonnance. Hein, il n'y a pas que l'hypothyroïdie. Voilà, les interactions, forcément, hein, c'est un anti-agrégant, donc il ne va pas faire bon mélange avec tout ce qui peut pénaliser la coagulation sanguine. Vous vous en doutez. D'ailleurs, voilà, vous l'aurez sur le visuel, vous pourrez le sortir à l'impression, parce que c'est bien, vous voyez. Quelles sont les précautions à prendre quand on est sous antiagrégant plaquettaire, clopidogrel? Informez votre médecin traitant s'il y a une anesthésie, etc. Il peut survenir des interactions avec d'autres médicaments. Demandez toujours conseil à votre pharmacien. Vous voyez, c'est des petits trucs, mais c'est important de le connaître, parce que vous avez le réflexe, et puis vous formez votre équipe pharmaceutique, votre équipe à l'officine, parce que voilà, vous allez faire du bien autour de vous, et vous lui dites, voilà ce qu'il faut apprendre quand on délivre du clopidogrel. Et donc vos jeunes seront bien contents de le savoir. Il a du cardanciel. Il ne faut pas oublier qu'il a tout un contexte cardiologique. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a, cette personne? Il a du Plavix, il a du cardanciel, il a du Coversil. Il a donc une statine aussi, donc il a probablement un problème cardiaque, insuffisance cardiaque, etc., qui débute. Il ne faut pas oublier qu'il a un diabète. Il ne faut pas oublier qu'il a une hypothyroïdie. Tout ça fait que c'est un ensemble qui n'arrange pas la situation. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a tous ces médicaments qu'il va falloir gérer. Donc il a du bisoprolol. Alors Aïcha, tu connais certainement bien ton patient, puisque tu lui délivres. Voilà, donc il a du bisoprolol, vous voyez, dans l'indication, insuffisance cardiaque, souvent couplée avec des IEC. C'est ce qui est le cas ici. Regardez, cardanciel et IEC. Donc, à tous les coups, ce malade, il a une petite insuffisance cardiaque. Je ne dis pas qu'elle est extrême, mais il a un petit problème cardiaque. Avoir la prescription, c'est évident. Donc, il a beaucoup de choses quand même. Il a sa thyroïde qui ne fonctionne pas. Il a un diabète. Donc, voilà. Et puis, il a ce problème cardiaque. Mais c'est fréquent à l'officine. Vous voyez, pour les sujets âgés, beaucoup d'ordonnances avec plein de pathologies qui sont traitées. Plus on prend de l'âge, et malheureusement, plus il y a de risques d'aller vers des pathologies. Voilà. Alors le cardanciel, c'est un bêta-bloquant. Qui dit bêta-bloquant dit « Ah, mon cœur, il bat moins vite ». Diminution de la fréquence cardiaque. Évidemment, comme on prend des bêta-bloquants, on est ralenti, on est fatigué. Les gens qui ont des bêta-bloquants sont fatigués. Ils sont épuisés même, peuvent avoir des vertiges, refroidissement ou engourdissement, parce qu'au niveau des extrémités, c'est vasoconstricteur le plus souvent, quand ils sont non cardiosélectifs, des pressions artérielles basses, etc. Donc vous voyez, tout ça, ça va se rajouter au paysage d'effets indésirables de votre malade. Donc,
théoriquement, ce qu'il faudrait faire quand vous avez une ordonnance comme ça, vous partez du lévothyrox, vous inscrivez en face tous les effets indésirables à peu près majeurs que peut avoir le patient. Et après, vous les rassemblez et vous lui dites, voilà, vous aurez des effets secondaires. Alors, faut-il tout lui dire? Certainement pas. Certainement pas. Il faut lui dire, comme tous les médicaments, vous risquez d'avoir des problèmes d'effets secondaires. Si tel est le cas, et sûrement vous en aurez, revenez me voir. Nous regarderons ensemble l'ordonnance et nous verrons, je vous dirai exactement ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas commencer à lui dire, quand vous avez l'ordonnance, vous risquez d'avoir ça, vous risquez d'avoir ça. Il va être affolé. Déjà, il y a Internet. Il va voir sur Internet, et déjà, malheureusement, ça lui dit beaucoup trop de choses. Voilà. Alors, le cadentiel, il y a aussi des interactions médicamenteuses, en particulier avec l'insuline et les hypoglycémiants oraux, avec un risque d'augmentation de l'effet hypoglycémiant, blocage des récepteurs bêta-adrénergiques, bien évidemment. Après, vous avez du Coversil. Le Coversil, c'est un IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion. Voilà. Il y en a souvent, des malades qui ont des priles quelque chose. Indication, c'est en général l'HTA, les maladies coronaires et l'insuffisance cardiaque. Donc à tous les coups, votre malade, il est insuffisant cardiaque, il a une petite hypertension, bref, il doit avoir un support cardiologique à côté de son diabète. En plus, il a un diabète. Donc le diabète, vous le savez, prédispose aux troubles cardiaques. Donc en fait, il a ce qu'on voit souvent à côté de son problème cardiaque, de son diabète, voilà. Diabète, problème cardiaque, et pourquoi pas problème aussi au niveau des hormones différentes de l'organisme. Donc les posologies, les voici, en fonction de la clairance de la créatinine. Donc vous voyez, encore une raison de plus que le médecin fasse faire un dosage doit apprécier la fonction rénale. C'est très important. Mais quand on prend de l'âge, il faut le faire faire. Il faut faire un débit de filtration glomérulaire pour savoir où on en est. Sachant qu'il ne faut pas, si un malade plutôt âgé vient vous voir et vous dit, écoutez, voilà, j'ai reçu mon ordonnance, le laboratoire a souligné en rouge le fait que j'ai une petite diminution de mon problème rénal, de ma fonction rénale. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous lui dites, écoutez, c'est tout à fait normal qu'en vieillissant, votre rein perde un peu de sa fonction. Vous le rassurez. Maintenant, vous lui dites, voyez avec votre médecin, il vous renseignera plus, mais ne soyez pas trop inquiets. C'est très physiologique. Sauf que il faudra adapter les posologies de beaucoup de médicaments chez ce malade. Et ne pas lui donner des posologies trop fortes parce qu'il risque de faire des surdosages. Ça, c'est très important. Malheureusement, on le voit trop souvent, ce genre de choses. Et puis les IEC, il y a 3 choses à savoir. La toux sous IEC, on tousse. C'est normal, c'est comme ça. C'est dû à son mécanisme d'action, on ne va pas le détailler, mais c'est dû au mécanisme d'action de l'hypotension, de l'hyponatrémie et de l'hyperkaliémie. Et voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses à savoir dans cette ordonnance. Et on ne peut pas comme ça mettre sur le comptoir les médicaments sans parler un peu de la vie de ce patient. Qu'est-ce qu'il a comme effet secondaire? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il a ceci? Est-ce qu'il a cela? Si vous dites, oh, puis je toussote depuis quelque temps, il faut lui dire, écoutez, vous avez un médicament qui est connu pour cela. Maintenant, voilà, parlez-en à votre médecin. Il faut toujours vous couvrir du médecin. Voilà, on n'est pas médecin, mais on peut renseigner. Et il dit, oui, la prochaine fois, je lui dirai si ça peut venir de mon médicament. Voilà, ça me rassurera. Vous voyez, c'est quand même un discours que vous pouvez commencer avec votre patient. Alors, vous voyez, retenez bien ça, les interactions avec le Coversil sont dominées par le risque d'hyperkaliémie, donc tout ce qui est hyperkaliémiant, voilà. Autrement dit, si ce malade a besoin de diurétique, on ne va pas lui donner de la spironolactone parce que c'est hyperkaliémiant. Voilà. Donc, vous voyez, tout s'enchaîne. Et puis après, j'ai mis ça parce que c'est important. Les IEC, regardez bien, hypertension et diabète. Les IEC ont un effet préventif contre la néphropathie. C'est pour ça qu'on met souvent les malades qui ont un diabète sous IEC. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion semblent prévenir le développement d'une néphropathie. Et puis lisez ça aussi, ça c'est important, chez les patients souffrant de maladies vasculaires, et vous en avez, ou de diabète à haut risque, sans insuffisance cardiaque, les IEC réduisent la mortalité et la morbidité
d'origine cardiovasculaire, les inhibiteurs de l'ECA, ramipril par exemple, sont révélés efficaces pour réduire les risques d'événements cardiovasculaires. Donc vous voyez, c'est un médicament qui a beaucoup de propriétés. Vous voyez, on en découvre là la metformine, mais aussi les IEC. Donc c'est vrai que leur association, quelquefois, est assez bénéfique. Puis vous avez le Eldenor, atorvastatine. Alors je vais vous dire ce que j'en pense de ces statines. Du bien, mais pas forcément aussi. Vous verrez. Voilà, donc les statines, c'est la mode. Quand on a un problème de cholestérol, on va vers les statines. Donc, hypercholestérolémie, prévention des maladies cardiovasculaires. D'accord, ça marche. C'est vrai qu'on va faire baisser le taux de cholestérol, mais il y a peut-être aussi des soucis. C'est vrai. Alors pourquoi? Eh bien, on le voit ici. La statine va bloquer l'HMG-CoA réductase et on va enlever ce qui conduit au stérol et au cholestérol. Bien. Donc il y a un mécanisme très efficace, prouvé scientifiquement, biochimiquement, ça c'est clair. Mais il y a des effets secondaires. Alors parmi les effets secondaires, il y en a un qui ne me plaît pas, qui est en rouge. Ce sont les atteintes musculaires. Et pire, ça peut aller dans certains cas vers des rhabdomyolyses. Filets nerveux, petites fibres musculaires, ce sont les fibres des muscles qui vont se détériorer, rhabdomyolyse, qui vont se liser. Donc c'est toujours embêtant. Mais souvent le malade a des douleurs, revient vous voir à l'officine et vous dit « je ne sais pas depuis quelque temps, j'ai mal, etc. Qu'est-ce que je fais ?» bonne question. Alors toutes les statines peuvent entraîner des troubles musculaires. J'ai mis, je ne m'arrête pas dans les points d'exclamation, toutes, elles sont susceptibles de donner ces problèmes musculaires. Alors ça peut être des symptômes mineurs. Alors c'est quoi les symptômes mineurs? Vous avez une statine, vous avez trop de cholestérol, qu'est-ce que vous allez ressentir? Alors ça peut très bien aller, mais parfois, ça y est, on a des petites douleurs musculaires, une sensibilité musculaire, une fatigue musculaire, des crampes, etc. Alors très rarement, ça peut aller vers ça. Ça, c'est grave, quoi. Mais bon, c'est très rare. Mais quand on a des problèmes musculaires, il ne faut pas rester avec ces problèmes musculaires. Il faut faire quelque chose. Il faut trouver une explication. Alors, il n'existe pas, théoriquement, il n'existe pas de contre-indication d'ordre musculaire à la prescription d'une statine. C'est comme ça dans l'AMM. C'est vu, ce n'est pas mentionné, sauf dans certains cas. S'il y a une maladie musculaire génétique, des antécédents d'effets indésirables musculaires à un hypocholestérolémiant. Autrement dit, si le patient a déjà pris des statines et s'il a déjà eu des problèmes musculaires, ce n'est pas recommandé. Parce que ça va recommencer. Et il peut aller vers des stades plus graves. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on appelle une situation à risque. Alors, même s'il n'existe pas de contre-indication réelle, d'ordre musculaire à la prescription d'une statine, il y a des recommandations. Donc, on va évaluer soigneusement le rapport bénéfice-risque. Si ce malade a déjà eu des problèmes, on ne donnera pas. Ce n'est pas la peine parce qu'il risque de faire ses problèmes musculaires. Et puis, je crois que quand on est sous statine, alors ce n'est pas interdit d'être sous statine, mais il faut surveiller particulièrement le malade sous traitement de statine. Alors bien évidemment qu'on peut faire baisser un taux de cholestérol la plupart du temps, pas systématiquement, mais quand même, en ayant un régime alimentaire approprié, ça marche. Il faut commencer par ça. Et puis après, on passera aux statines si on n'y arrive pas. Ce qu'on peut faire, c'est avoir des statines pendant un temps court, et puis on arrête. Et pas se mettre sous statine pendant longtemps, en disant « ouais, ça baisse, tu vas voir, je vais devenir comme à 20 ans ». Non, il faut faire la part des choses. On peut, mais sous surveillance médicale. Alors, certaines associations augmentent le risque musculaire. Ça, il faut bien en être conscient. Alors, les associations contre-indiquées, c'est par exemple la statine, alors qu'elle soit Simva ou Ator, avec un imidazolé antifongique, on augmente les concentrations de statine parce que c'est un inhibiteur enzymatique. Et puis, vous avez des associations déconseillées, les statines avec les fibrates. Pourquoi ? Parce que les statines peuvent donner des problèmes musculaires, les fibrates aussi. Elles sont toxiques toutes les deux sur le muscle. C'est pour ça que si quelqu'un
développe des douleurs musculaires sous statine, il ne faut pas le mettre sous fibrate. Parce qu'en général, il aura aussi des douleurs musculaires. Alors, c'est moins probant, si vous voulez, mais ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, on ne le fait pas. Voilà. Et puis, la simvastatine et le jus de pamplemousse. Attention, quand je dis le jus de pamplemousse, non, c'est par précaution. Mais il faut savoir que dans certaines conditions, ça dépend comment on aura fait, comment on aura obtenu le jus de pamplemousse. Si on met le pamplemousse dans une centrifugeuse qui va tout, voilà, et on va obtenir un jus, c'est pas bon parce que là, vous risquez d'avoir l'inhibiteur enzymatique. Mais si vous buvez du jus de pamplemousse simple, non, voilà. Alors pourquoi nous, la médecine, on dit en officine, quand vous avez un malade, dites-lui de ne pas prendre de millepertuis, mais dites-lui aussi, alors c'est un inducteur enzymatique, mais dites-lui aussi de ne pas prendre du jus de pamplemousse. C'est par précaution. Voilà, comme ça on se couvre. Mais si on lui explique bien, Françoise Quick, qui est dans cette salle, nous dira, voilà, elle est là au fond, est une très grande professionnelle des huiles essentielles et connaît très bien le jus de pamplemousse et vous ferez un topo là-dessus pour vous aiguiller en disant qu'est-ce qu'il en est exactement sur le jus de pamplemousse. C'est clair ? Mais il vaut mieux le dire carrément, prenez pas de jus de pamplemousse. Comme ça, voilà, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème particulier. Alors le Eldenor, le risque musculaire des statines, il est dose dépendant. Dose dépendant, hein. Voilà. Donc, il faudrait avoir des doses faibles et naviguer avec des petites doses de statine. Et voilà. Regardez bien, l'hypothyroïdie majore le risque musculaire. Donc, ce médecin a mis la personne sous lévothyrox, il a donc une hypothyroïdie, et l'hypothyroïdie majore le risque musculaire. Alors évidemment, l'hypothyroïdie non traitée, mais voilà, il faut quand même en prendre conscience. Voilà, c'est peut-être pas judicieux de lui avoir donné des statines, au moins que la statine soit à très faible dose et pas pendant très longtemps, et bien surveiller son taux de cholestérol et lui dire, voilà, quand votre taux se stabilise, voilà, la statine, on balaye. Et puis faire un dosage des CPK de temps en temps pour savoir où on en est, parce que le muscle souffre, va libérer des enzymes musculaires qu'on appelle la créatine phosphokinase, et quand il y a trop de créatine phosphokinase, c'est que votre muscle souffre, va libérer, il est en souffrance, il libère ses CPK, et là, il y a danger. Donc c'est pour ça que le médecin vous fait un dosage des CPK. Si vous allez le voir, que vous êtes sous statine, que vous avez mal au muscle, il va vous donner une ordonnance en vous disant, voilà, on va faire doser les CPK, et on va voir où on en est. Voilà. Donc, c'est important, voilà. Vous voyez, le dosage des CPK doit être réservé aux situations suivantes. Insuffisance rénale, hypothyroïdie, voilà où je voulais en venir. C'est marqué dans les AMR, donc c'est important. Et puis vous avez toute la marche à suivre lorsque les taux de CPK sont élevés. Alors donc, au cours du traitement, à savoir, si les CPK sont augmentés, supérieurs à 5 fois la normale, alors ça veut dire 5 fois la normale, ce qui est énorme, 5 fois la normale, on arrête la statine. Bien. S'il y a des signes musculaires importants, avec gêne fonctionnelle quotidienne, le malade se plaint, il a mal, il n'est pas bien, on arrête la statine, même si les CPK sont inférieurs à 5N. Mais il faut des signes musculaires importants. Si les signes musculaires sont mineurs et les CPK inférieurs à 5N, la statine peut être poursuivie malgré tout. Et à distance de l'arrêt, si l'évolution le permet, on peut réintroduire une autre statine sous surveillance. Il y a des statines qui sont moins incriminées que d'autres, mais ça, c'est le médecin qui va pouvoir juger. Donc, après l'arrêt de la statine, ça c'est quand même important à savoir pour votre patientèle, les signes musculaires en général vont disparaître, il faudra le rassurer. Par exemple, il a eu très mal au muscle et le médecin a décidé d'arrêter. Il revient vous voir, il dit oh là là, voilà, le médecin m'a dit d'arrêter, mais est-ce que je vais avoir des douleurs encore? Vous lui dites non, ça va mettre du temps, mais vos douleurs vont s'estomper. En principe, les signes musculaires disparaissent totalement. Vous allez le rassurer, sauf s'il y a eu une lyse importante. Effectivement, s'il a fait une rhabdomyolyse, là, ça ne va pas le faire. Mais en général, on va régresser. Mais ça peut persister plusieurs mois.
S'il revient un mois après, il me dit « Vous m'avez dit la dernière fois que ça passerait, mais putain, j'ai toujours mal, je ne suis pas bien. » Mais vous lui dites « Oui ». Parce que chez certaines personnes, ça met parfois plusieurs semaines, plusieurs mois avant de régresser. Voilà. Il peut persister quelques petites faiblesses musculaires. Ça peut arriver. Voilà. Alors vous avez justement une mise au point là sur les risques musculaires. Je vous l'ai mis comme ça, vous l'aurez dans le visuel. Vous verrez, vous en aurez certainement besoin à l'officine parce que vous aurez des patients qui vont vous poser des questions. Je vous assure que si vous lisez ça, c'est un cours extraordinaire sur les statines. Et vous aurez moins envie d'en prendre. Voilà. Vous vous direz, ah, j'ai une hypercholestérolémie, mais je vais commencer par faire du régime et je vais tout faire pour éviter d'aller vers les statines. En fait, la statine, elle arrête la synthèse de tout le cholestérol qui, normalement, voilà, qui est précurseur de la synthèse du Q10, précurseur de la synthèse des hormones. Donc, il y a une perturbation. Mais oui, on en a besoin. Hein. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Et puis, vous avez cette chose, je vous ai déjà dit beaucoup de choses là-dessus, c'est pas ma tasse de thé, voilà. Mais quand il faut, hein. Mais bon... Vous voyez, Razon 40 mg un comprimé jour. Alors évidemment, ça se prescrit dans le RGO. Et là. Alors on peut se demander pourquoi. Aïcha, tu sais pourquoi le médecin a prescrit le... C'est juste pour... Enfin, il dit que c'était pour protéger, justement... Oui, mais ce n'est pas judicieux. Non, ce n'est pas judicieux. Je suis d'accord avec toi. Sauf s'il avait des brûlures, non, il n'en avait des pas. douleurs. Non, il n'en avait pas. C'est à titre préventif, d'après ce qu'il a dit. Mais oui, le problème, c'est que ça va perturber la résorption des autres médicaments, vous comprenez bien. Et ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de se mettre sous inhibiteur de la pompe à protons. Hein? Regardez la HAS, alors là, elle est franchement... C'est clair hein, ce qu'elle dit. La HAS, la Haute Autorité de Santé. Les IPP sont inutiles pour prévenir les complications digestives, par exemple, des antiagrégants plaquettaires, anticoagulants sans INS, chez les patients ayant un faible risque de complications, pas d'antécédents d'ulcère gastro-duodénal ou d'hémorragie digestive haute notamment. Donc il n'y a pas de raison de mettre les patients parce qu'ils ont tel ou tel traitement, sauf s'il y a des antécédents. Alors évidemment, s'il a eu des gros antécédents de tout ce que vous pouvez imaginer au niveau de l'estomac, oui, on peut le faire. Mais s'il n'a pas eu d'antécédents, il n'y a pas de raison particulière à donner des inhibiteurs de la pompe à protons. Nous avons besoin de notre acidité gastrique, je le répète, 1 pour digérer et 2 pour nous protéger. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait de l'acidité dans l'estomac. Si on la coupe, forcément qu'il y aura des répercussions. Donc il ne faut pas le faire, sauf si on a des problèmes. Alors, une chose qu'il faut savoir, ça va vous étonner sans vous étonner réellement. Quand vous prenez un antiacide local qui va tapisser l'estomac, vous savez, qui va tapisser l'intestin, c'est un pansement gastrique. On va faire un pansement qui va permettre à l'estomac de s'isoler par rapport à l'acide gastrique. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Le problème avec ces pansements, c'est qu'on empêche les médicaments d'être résorbés. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on diffère les prises dans ces cas-là. On prend le médicament actif pour lequel on veut l'efficacité importante tout de suite, et X heures après, 4 heures après minimum, on prend le pansement gastrique, parce que le produit est passé, le train est parti, après on peut protéger. C'est vu? Voilà. Les IPP, c'est autre chose. Un inhibiteur de la pompe à protons, il passe, vous le prenez par voie orale, souvent c'est des produits gastro-résistants, il arrive dans l'intestin, vous me suivez, il est résorbé, d'accord, cet IPP. Ensuite, par voie sanguine, il revient au niveau de l'estomac, et au niveau des cellules de l'estomac, les cellules pariétales, il va empêcher l'acidité gastrique. Donc il faut qu'il soit résorbé pour être actif, et même il faut de l'acide gastrique, il faut des H+, pour l'activer, cet IPP. Donc vous voyez, c'est un autre mécanisme d'action. Donc différer les prises, à votre avis, c'est efficace ou pas? Ben non, puisque ce médicament est systémique. Donc ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens font la confusion. J'ai vu le cas des étudiants aussi qui mélangent les inhibiteurs de la pompe à protons et les pansements gastriques. Vous avez compris que ça n'a rien à voir. Donc un IPP, ça m'embête. Qui prenne un pansement gastrique s'il a des brûlures,
après avoir pris son traitement, d'abord, après il se met en IPP, et puis ça va tapisser, puis après ça va s'en aller. Le lendemain, l'estomac aura relargué le pansement, etc. C'est bon. Mais prendre un IPP, ça m'embête. Ça va lui perturber la résorption de ses médicaments. Est-ce que je suis clair? Oui. Voilà. Et puis, dans cette ordonnance, justement, il y a l'IPP qu'il faut prendre Oui. une demi-heure avant le petit déjeuner, également le lévothyrox qu'il faut prendre avant le petit déjeuner. C'est ça. Que faut-il recommander pour l'heure de prise? Alors, le lévothyrox, en général, le lévothyrox une demi-heure avant, et puis vous avez aussi l'IPP qui est aussi recommandé une demi-heure avant le petit déjeuner. L'IPP, tu le prends le soir à ce moment-là. Le soir. Voilà. C'est ce que j'avais recommandé. C'est ce qu'il faut faire. Si on ne peut pas faire autrement, parce que oui. l'IPP, moi, je ne suis pas pour, hein, mais bon. Je ne suis pas pour. Mais bon, il faut qu'il prenne son lévothyrox le matin, il a son dose d'hormones, et le soir, il prendra son IPP. C'est mieux que rien. Oui. Laisse passer. C'est mieux que rien. Mais théoriquement, moi, je ne mettrais pas de l'IPP là. Oui. Ça, je me battrais en disant non, je ne suis pas d'accord. Revoyons le médecin. Ça me gêne. Ça me gêne. Oui, tu ne peux pas l'enlever. C'est le médecin qui lui a prescrit on n'a pas ça. Le droit. Non. Mais peut-être un petit fil ou le dire au patient, ça m'embête un peu, parlez-en à votre médecin de ce médicament. Voilà. Ça m'embête. Il y a trop d'IPP. D'ailleurs, en France, on est en train de réglementer tout ça. Les IPP, on va un peu réglementer la prescription de ces produits parce qu'il y a vraiment trop d'ennuis, quoi. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon, ça on passe, voilà. Alors les IPP, les complications au long cours, c'est les infections digestives. Je vous l'ai dit, hein. On a besoin de l'acidité gastrique pour tuer tout ce qui arrive dans l'estomac. Oui. Parce que quand on mange à l'extérieur, des choses d'externe, il y a des bactéries qui rentrent, et ben on est bien fait, hein, notre organisme est bien fait, nous sommes bien fabriqués. Voilà, on nous a bien fabriqués. Donc, on a tout ce qu'il faut pour se défendre naturellement, mais si on enlève cette défense naturelle, ça risque d'être assez dangereux. Voilà. Alors, le rason a un autre problème, c'est le risque osseux. Voilà, on en parle un peu. Et oui, certaines études montrent un surrisque de fracture en cas de traitement par IPP au long cours. Ce n'est pas engageant, hein. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces raisons font que les inhibiteurs de la pompe à protons n'ont pas très bonne presse aujourd'hui dans le monde médical. Donc, ça, c'est capital. On ne prescrit les IPP que si vraiment on ne peut pas faire moins. Et ça doit toujours être justifié, cette prescription. C'est pour ça que je fais la chasse sur les ordonnances au renouvellement d'IPP au long cours. Parce que c'est vrai que c'est confortable. Le malade aura moins mal, n'aura pas de brûlure, etc. Donc il en redemande. Mais voilà, c'est le cycle. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà les IPP au long cours sur les ordonnances. C'est une très, très mauvaise chose. À long terme, c'est extrêmement dangereux. J'espère que vous me suivez et que vous êtes d'accord avec moi. Et puis, ça peut même faire des malabsorptions de vitamine B12. Donc, c'est vraiment pas. Et la vitamine B9 également. La vitamine B9. Oui. Des tas de vitamines, dont la B12, qui est la plus connue. Voilà. Des malabsorptions de magnésium, etc., etc. Donc, vous voyez, ça me gêne tout ça. Ça me gêne tout ce contexte de ce patient. Il a des bonnes choses dans son traitement, c'est sûr, mais voilà, donc ça on passe, c'est pas la peine. Bon, là aussi. Bon. Voilà. Alors, je reprends mon ordonnance. Voilà. Qu'est-ce que j'en retiens de ça? J'en retiens le numéro 1, qui est le traitement par lévothyrox. C'est une petite synthèse que je vous fais pour que ce soit clair dans votre esprit. C'est très important. Lui expliquer son traitement. Alors là, vous avez une hormone thyroïdienne, ne l'oubliez pas. Prenez-la le matin, avant toute autre chose. Ça va passer dans votre sang. Non, il ne faut pas. Non, rien. Non. On ne prend rien. Juste de l'eau. Voilà, avec de l'eau. Point. On attend. Et puis après, on prendra son petit déjeuner. Voilà. Donc, dites-lui bien ce contexte. Comme ça, vous allez le sensibiliser. Il va bien faire son traitement. Il faut lui dire, vous savez, monsieur, puisque c'est un monsieur, si vous ne faites pas bien votre traitement, vous aurez des gros problèmes. Votre thyroïde ne fonctionne pas, donc si vous ne faites pas des doses appropriées de lévothyrox, vous allez être mal. Donc vous le sensibilisez à ça. Donc l'important, c'est la prise le matin. Voilà, déjà, vous lui expliquez sa pathologie. Ensuite, vous lui parlez de son diabète, bien évidemment. Vous lui dites les bienfaits de ce produit, que c'est un bon produit qu'il a, qu'il soit rassuré, mais vous lui parlez
s'il a une intervention, voilà, toutes ces choses qu'on a développées tout à l'heure, c'est quand même important. Puis dire attention, si vous avez certains signes, ça peut faire des acidoses. Quelquefois, c'est rare, mais l'HAS préconise de le dire aux patients. Après, vous avez tout son contexte, vous voyez en bleu-vert ici, qui est un contexte cardiologique. Donc, lui parler de son problème cardiologique. Vraisemblablement, ce monsieur a une insuffisance cardiaque, voilà, puisqu'il est traité par Cardanciel, par Coversil, c'est typique, hein. Et puis, vraiment, il a tendance à avoir des dépôts de cholestérol, donc il faut, c'est vrai, faire attention ici, peut-être par période, le mettre sous statine pour bien maîtriser son taux de cholestérol, et puis lui parler de son régime. Dire, voilà, vous êtes à la fois diabétique, vous avez du cholestérol, qu'est-ce que vous faites pour votre régime? Et lui donner des fiches diététiques, lui expliquer... Il n'a pas de taux de cholestérol élevé, donc ça, c'est à titre préventif qu'on lui a donné. Le médecin lui a donné à titre préventif. Exact. Non, d'accord. Ce qui n'est pas... Voilà, bon. Voilà. Moi, à titre préventif, ça me gêne. Ouais. C'est bon? Voilà. C'est bon? Voilà. Et puis, le rason, on va dire ce que vous en pensez. Voilà, Merci beaucoup. Merci. Ça vous aura éclairé et que vous aurez aimé... Merci beaucoup. Voilà, cette prestation. Moi, j'adore la manière dont le professeur analyse l'ordonnance. Je pense que vous avez eu beaucoup de renseignements pour tous les médicaments, donc avec les interactions médicamenteuses, et aussi à quel moment prendre les médicaments, c'est très important. Donc moi, je retiens une chose, c'est surtout la prise des statines. Là, je te rejoins parfaitement, parce que les statines, donc, ça empêche la synthèse de tout le cholestérol, et vous savez très bien que le cholestérol est le précurseur de la synthèse des hormones, donc oestrogène, progestérone, et le constituant de toutes nos membranes et les vitamines liposolubles, et également le Q10 qui est le meilleur antioxydant au niveau cellulaire. Donc, si on va diminuer tout ça, on va l'enlever carrément. Donc, personnellement, quand il y a une ordonnance où il y a la statine, moi je recommande un complément alimentaire qui est le Q10. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le Q10, bon, même s'il est un peu cher, je dis aux patients d'en prendre ne serait-ce qu'un jour sur deux. Un jour, il va prendre sa statine et un jour, il va prendre le Q10. Mais au moins, il va diminuer un petit peu de la quantité de statine pour fabriquer ses hormones. Et en même temps, on va le supplémenter en Q10, qui est le stade numéro 1 en antioxydants. Voilà, donc... Vous avez une question? Oui, voilà.